L'Afrique fait environ 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe, environ 10 millions de kilomètres carrés. Donc oui, l'Afrique est à peu près 3 fois plus grande que l'Europe. Et pourtant, à la fin du 19e siècle, des gens se sont réunis dans une ville, autour d'une table, et ont commencé à tracer des lignes sur cette immensité. Un trait, puis un autre. Et ces traits ont créé des problèmes qui durent encore. Parce qu'une frontière, ce n'est pas un simple dessin, c'est une machine. Elle fabrique des règles. Elle fabrique des nous et des eux. Elle fabrique des minorités, des majorités et des tensions. Et je vais te le montrer avec 4 cas concrets, non à l'appui. Et le dernier exemple est le plus brutal. Un même peuple transformé en 3 minorités politiques dans 3 pays différents. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre un truc simple. Ce découpage n'a pas simplement cassé des cartes. Il a cassé la stabilité, la confiance et le temps long. Et quand tu casses ça, tu ralentis le développement. On ne va pas faire du slogan, on va faire du concret. Et je précise un point. Ici, c'est zéro haine, lucidité, méthode, est sorti par le haut. Au fait, moi c'est Ibrahima Knipo. Si tu aimes les vidéos où on explique les mécanismes avec des faits et des exemples, abonne-toi. Let's go. Fin 19e siècle, l'Europe accélère. On est en pleine période qu'on appelle souvent la deuxième révolution industrielle, surtout à partir des années 1870. Usines, acier, chemin de fer, vapeur, puis électricité. Et pour nourrir cette machine, il faut 3 choses: des matières premières, des routes, des marchés. Donc l'enjeu n'est plus seulement explorer. L'enjeu, c'est organiser le contrôle. Et quand plusieurs puissances veulent contrôler les mêmes zones, ça peut finir en guerre entre elles. Donc, elles cherchent une méthode, une règle, un cadre. Et là arrive Berlin. La conférence de Berlin, c'est de 1884 à 1885. Plus précisément, elle s'ouvre le 15 novembre 1884 et se termine le 26 février 1885. Elle est associée à Bismarck, le chancelier allemand, qui joue un rôle central dans l'organisation de cette rencontre. Officiellement, on parle de commerce, navigation et règles entre puissances. On discute notamment des grands axes comme le bassin du Congo et certaines voies fluviales. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'effet réel. On transforme des réalités humaines en zones à gérer. Et je veux que ce soit clair. Ce n'est pas l'Afrique découverte. L'Afrique était déjà habitée, structurée, connectée avec des peuples, des routes, des royaumes, des alliances. Berlin, c'est plutôt des espaces vivants transformés en dossiers administratifs. Et l'outil le plus puissant de tout ça, ce n'est pas un fusil, c'est la carte. Parce qu'une carte a l'air neutre, presque scientifique, alors qu'elle peut cacher une décision politique. Retiens ça. Une frontière, ce n'est pas une ligne, c'est une machine. Une frontière, c'est des papiers, une école, une police, un impôt, une langue officielle, une identité nationale. Tu poses un trait, tu changes la vie. Et surtout, cette machine change 3 choses. Premièrement, identité. Avant, je suis du peuple X. Après, je suis citoyen du peuple A ou citoyen du peuple B. Et ça finit par changer les réflexes, les loyautés, les intérêts. Deuxièmement, économie. Avant, tu échanges naturellement avec ton voisin. Après, tu contrôles, tu taxes, tu bloques, tu attends. Et un petit blocage répété tous les jours, ça tue un marché. Troisièmement, pouvoir. Une frontière crée un État. Et un État crée une question brutale. Qui décide? Qui profite? Et voilà pourquoi certaines crises paraissent ethniques, alors qu'en vrai, souvent c'est structurel. Des gens forcés à vivre ensemble, sans règles stables de partage. La plupart des dégâts viennent des 3 erreurs. Erreur 1. Un même peuple séparé, même langue, même culture, même lien, mais 2 pays, 2 lois, 2 écoles, 2 administrations. Erreur 2. Des peuples différents forcés à vivre ensemble, groupes différents, histoires politiques différentes, parfois intérêts opposés. Tu les mets dans un même état, sans mode d'emploi, sans équilibre. Résultat, compétition pour le pouvoir, méfiance, tensions internes. Erreur 3. Frontières absurdes, des lignes droites, des découpages qui suivent des intérêts, pas la réalité du terrain. Retiens cette phrase. Ils n'ont pas juste partagé la terre, ils ont partagé les gens. Question honnête. Est-ce que ce découpage était fait exprès pour nous bloquer? Ou est-ce que c'est juste un mauvais découpage qui a mal tourné? Moi, je ne lis pas dans les pensées. Mais je peux regarder 2 choses, les intérêts et les conséquences.
Quand tu sépares un peuple, tu crées des frontières dans les familles, le commerce, la langue. Quand tu forces des peuples différents à vivre ensemble, tu crées une compétition interne permanente. Quand tu traces des lignes absurdes, tu construis un État fragile. Et un État fragile fait quoi? Il gère l'urgence, il éteint des incendies, il perd du temps. Pendant ce temps-là, tu ne planifies pas, tu n'industrialises pas, tu n'investis pas sur 20 ans. Donc, intention ou pas, l'effet est clair. Un continent fragmenté se développe plus lentement et ça profite toujours à ceux qui sont unis, organisés et capables de négocier en bloc. Et maintenant, on passe au concret. 4 exemples. Reste bien, le quatrième résume tout. Avant d'aller aux exemples, une chose. Ce débat n'est pas seulement historique, c'est un débat de développement. Un pays avance avec 3 choses: stabilité, confiance, temps long. Et une frontière mal pensée peut casser les 3 stabilités. Quand le pouvoir est disputé entre groupes qui n'ont pas construit ensemble les règles, chaque crise devient une alerte. Chaque élection ressemble à une bataille de confiance. La frontière fabrique des catégories: centre périphérique, majorité minorité, nous, eux. Et petit à petit, les gens ne se voient plus comme partenaires. Ils se voient comme concurrents. Temps long. Le développement, c'est 10, 20, 30 ans. Route, école, énergie, industrie. Mais si tu passes ta vie à éteindre des incendies, tu fais du colmatage. Donc non, ce n'est pas un complot au sens slogan. C'est une mécanique. Maintenant, les exemples. Exemple 1 sur 4. Une frontière au milieu d'un marché. Les Ewe, entre Ghana et Togo. Même langue, même tradition, même lien. Et pourtant, une frontière moderne passe au milieu. Effet concret: papier différent, programme scolaire différent, lois différentes. Et avec le temps, même si les gens restent les mêmes, le système fabrique 2 réalités. Le commerce devient plus compliqué. Les déplacements deviennent un passage. Et parfois, la politique vient se poser dessus. Le piège, ce n'est pas toujours la haine. Parfois, c'est juste l'administration, les habitudes, les contraintes répétées. Garde ça en tête. Parce que le prochain exemple est pire. Là, ce n'est pas coupé en deux. C'est dispersé dans plusieurs pays. Exemple 2 sur 4, image mentale. Un peuple dispersé égale une identité sous contrôle. Les Somalis, un même peuple, réparti entre Somalie, Éthiopie, Kenya, Djibouti. Quand un peuple est dispersé comme ça, la frontière devient identitaire. Parce qu'une frontière, c'est aussi sécurité, contrôle, suspicion, politique. Dès qu'il y a une crise, les tensions montent vite. Et même quand les gens veulent juste vivre, le système les ramène à la frontière. Tu veux commercer? Tu passes. Tu veux voir ta famille? Tu passes. Tu veux travailler? Tu passes. Et voilà le détail que beaucoup oublient. Même sans violence, la fragmentation ralentit tout. Familles séparées administrativement, étudiants bloqués par les papiers, commerçants freinés par des règles différentes, routes coupées par des frontières qui n'existaient pas. Et l'unité ne meurt pas d'un coup, elle meurt petit à petit. Un jour, c'est compliqué. Après, c'est risqué. Et à la fin, laisse tomber. Donc oui, intention ou pas, l'effet tombe mal. Quand tu négocies en morceaux, tu obtiens des miettes. Quand tu négocies en bloc, tu pèses. Et maintenant, exemple 3. La frontière contre un mode de vie. Exemple 3. Maasai, Kenya, Tanzanie. Une barrière en travers d'un trajet ancestral. Les Maasai, entre Kenya et Tanzanie. Ici, ce n'est pas une frontière entre 2 capitales. C'est une frontière contre un mode de vie. Parce que dans certains peuples, les déplacements ont un sens. Parcours, saison, habitude. Et la frontière dit stop. Tu transformes un trajet normal en problème administratif. Tu transformes une habitude en passage illégal. Et derrière, restrictions, pression économique, tension locale. Et ça montre une chose. Parfois, le conflit ne vient pas de la mauvaise volonté des gens. Il vient du fait que la structure ne colle pas à la réalité humaine. Et maintenant, le dernier exemple. Je te le dis, celui-là résume tout. Parce que tu vas voir, un peuple, 3 minorités politiques. Exemple 4 sur 4. Image mentale. Un peuple, 3 récits officiels. Les Bakongo. Présents entre la RDC, l'Angola et la République du Congo. Et là, tu vois le truc.
un peuple qui devient trois minorités politiques différentes, trois administrations, trois systèmes scolaires, trois histoires officielles, trois priorités économiques, alors que culturellement, historiquement, tu as une continuité. C'est ça la violence silencieuse du découpage. Ce n'est pas juste un territoire, ce sont des liens humains coupés. Et quand tu coupes les liens, tu coupes la force collective. Un peuple uni, c'est une puissance. Un peuple dispersé, c'est des morceaux, chacun de son côté. La vérité est simple. Un pays qui passe son temps à gérer des tensions internes ne construit pas tranquillement. Quand l'État est fragile, l'économie est fragile. Quand l'économie est fragile, les opportunités disparaissent. Quand les opportunités disparaissent, la tension monte et tu rentres dans un cycle. Tu dépenses ton énergie à gérer des crises. Au lieu d'investir dans école, santé, industrie, route, énergie. Et ce retard, ce n'est pas une malédiction, c'est une addition de coûts invisibles. Chaque fois que tu as une frontière qui coupe un marché, une route, une famille, une langue, tu paies un coût. Pas une fois, tous les jours. Et un pays qui court derrière l'urgence n'a pas le temps de planifier. Pendant que tu colmates, d'autres construisent. Donc, quand on parle du découpage, on ne pleure pas, on comprend le logiciel pour le corriger. Et là, on pourrait aller plus loin, parce que le découpage n'a pas touché que les frontières, il touche aussi l'école et la langue. Quand tu changes l'école, tu changes le récit, les routes commerciales. Quand tu casses la circulation, tu casses la croissance. Le rapport économique, un continent fragmenté négocie en morceaux. Ça, c'est des épisodes à part entière. Je veux être très clair. Comprendre tout ça, ce n'est pas une autorisation pour haïr. Le piège, c'est de transformer la lucidité en rage. Et la rage détruit. Nous, on fait l'inverse. Lucidité égale construction. Le message n'est pas sois en colère. Le message, c'est comprends le mécanisme et devient plus intelligent que le piège. Donc, concrètement, on apprend l'histoire sérieusement. Fait, carte, comparaison. Deuxièmement, on refuse les divisions faciles. On peut avoir des différences, mais on refuse d'être manipulé. Troisièmement, on construit des ponts économiques, coopération, commercer, planifier, construire. Une frontière, ce n'est pas une ligne, c'est une machine. Si tu veux la partie de cette conséquence concrète du découpage, économie, langue, école, migration, instabilité, mets-le en commentaire et partage cette vidéo à une personne, une seule. Parce que quand on ne comprend pas le mécanisme, on répète les mêmes erreurs. Le savoir est un pouvoir, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.